8h36, vous êtes sur RMC et BFM TV. Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La réforme du Code du travail, vous avez le texte ? Oui, j'ai évidemment le texte, je le connais. Vous l'avez pas ? Non, vous avez un dossier là, non ? J'ai quelques notes, mais je ne l'ai pas là. Et puis, comme j'ai pu vous le dire, je suis, comme vous, impatiente de la présentation par le Premier ministre et par la ministre du Travail ce matin en fin de matinée. Et évidemment, avant la présentation. Comment la qualifiez-vous alors, aux partenaires sociaux qui aura lieu dans la matinée. Oui, comment qualifiez-vous ce texte, cette réforme, puisque vous l'avez lu et vous la connaissez ? Moi, je dirais ambitieuse, pragmatique, nouvelle. Nouvelle, par exemple, si je devais prendre qu'un seul sujet, parce qu'on donne la priorité au dialogue dans les petites entreprises. Notre objectif, c'est de conforter, de simplifier la vie des petites entreprises et des PME, parce que ça fait 90% des entreprises dans notre pays. Comment ? Par exemple, en considérant que nous devons faire le pari du territoire, de la démocratie, du dialogue, de l'intelligence collective au plus près du terrain. Et donc, de donner les moyens à l'entreprise de 10 salariés qui est située dans les Cévennes, en Corrèze, ou en banlieue parisienne, de pouvoir discuter directement avec les salariés, de ne pas penser que c'est la loi qui doit décider l'organisation dans l'entreprise. Donc dans l'entreprise, que ce soit sur le terrain des conditions de travail, du temps de travail ou des salaires, on discute directement de salarié à patron. Non pas du temps de travail, parce qu'effectivement ça fait partie du socle qui n'est pas remis en cause et qu'on ne peut pas négocier. Mais par contre, les conditions de travail, l'organisation du travail, l'évolution du travail, s'il y a des commandes estivales, si par exemple on a une activité de loisirs dans une zone touristique, évidemment... L'État n'intervient pas, la branche n'intervient pas, ça se fait dans l'entreprise. L'idée, c'est la confiance dans l'entreprise. Par contre, on demande à la branche d'aider aussi les petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'il est contenu dans cette loi la négociation des entreprises de moins de 50 salariés ? Vous allez me dire oui ou non. Je vais répondre oui. Est-ce que les syndicats interviendront dans les négociations entre salariés et chefs d'entreprise dans les entreprises de moins de 50 salariés ? Oui ou non ? Voilà un sujet où je peux vous répondre. Et la réponse est oui, la négociation est possible. Et je peux vous répondre parce qu'il l'est présenté par le président de la République dans son interview qui sort aujourd'hui et dont peut-être nous allons reparler. Oui, nous allons en reparler. Et donc, oui, c'est dans les entreprises. Sans syndicats. Oui, tout simplement parce que les syndicats ne sont pas dans ces entreprises. Et ça a été un objet de discussion approfondie entre Muriel Pénicaud et les partenaires sociaux. C'est le constat qu'aujourd'hui, il n'y a pas de syndicats organisés. Il faut pousser à l'organisation syndicale. Et dans le texte, il y aura des propositions sur ce sujet pour conforter la place des syndicats dans toutes les entreprises, même dans les plus petites. Mais plutôt que d'imaginer qu'on va chercher un partenaire syndical qui n'est pas dans l'entreprise, qui n'est pas dans l'activité, pour venir discuter de ce qui va se passer dans l'atelier de boulangerie du village de notre coin, du coup, on fait confiance au dialogue dans un cadre. Dans un cadre, évidemment, de respect du socle de la loi, mais on ne renvoie pas à la loi, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, le soin d'organiser les méthodes de travail dans l'entreprise de notre village. Une seule instance de représentation du personnel dans les entreprises de plus de 50 salariés aussi ? C'est dans le texte ? C'est dans le texte et c'est dans le propos du président de la République aussi. Vous ne vouliez pas, hein ? Non, mais vous collez au propos du président de la République. Jean-Jacques Bourdin. Vous ne voulez rien révéler de plus. Voilà, vous comprenez que je n'ai pas, moi, vocation à dévoiler quelque chose qui sera présenté par le Premier ministre aux partenaires sociaux. Ce serait un manque de respect pour les partenaires sociaux et on sait le rôle majeur qu'ils ont. Mais effectivement, par exemple, cette mesure de simplification qui fait que dans certaines entreprises, vous avez 4 instances. Vous avez actuellement 600 000 travailleurs qui sont représentants dans ces instances. Le fait de les simplifier et de permettre qu'il n'y ait qu'une seule instance qui se prononce sur les mêmes sujets et qui prenne le temps de se prononcer sur ces sujets, c'est quand même une mesure de simplification de la vie de nos entreprises et c'est nécessaire. Dommages et intérêts au prud'homme, un plafond et un plancher ? Oui. C'est aussi annoncé dans l'interview du président. Oui. Et puis, vous savez que c'est nécessaire aujourd'hui pour rassurer les entreprises, mais en même temps pour rassurer les salariés. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des variations de 1 à 5 sur les dommages et intérêts. Et on ne parle pas de l'indemnité. L'indemnité qui va augmenter. L'indemnité légale qui va augmenter de 25%. Qui devrait augmenter, effectivement. Et donc, on est aujourd'hui, on verra tout à l'heure ce qui sera confirmé par le Premier ministre. Du président de la République. Et donc, 25% nous paraît un montant important. Et donc, je vous confirme que c'est un montant important. Donc, vous confirmez que c'est 25? Non, parce qu'il ne le dit pas, Macron. Mais oui, mais non, c'est pour ça que... Dites, Christophe Castaner, 25%. Je n'ai pas voulu nier votre propos, cher Jean-Jacques Bourdin. J'ai bien entendu. Bon, d'accord. Le référendum en entreprise? Ça, c'est une façon d'organiser le dialogue dans l'entreprise, notamment dans les plus petites. Et donc c'est quelque chose qui est déjà prévu aujourd'hui, de toute façon, dans notre Code du travail, et c'est un sujet important. Par contre, il faut effectivement que, dans certains cas, le référendum puisse être déclenché, notamment par les représentants du personnel.
Bon, Christophe Castaner, voilà la réforme du Code du travail que, bon, nous connaissons quelques points de cette réforme, nous en saurons un petit peu plus tout à l'heure. Mais moi, je voudrais revenir sur l'interview du président de la République dans Le Point. Je vous lis une phrase, vous allez m'expliquer, parce que là, j'ai pas très bien expliqué, même si cette interview a beaucoup de fond. Écoutez bien, puisque l'on entre dans un monde super schumpeterien, il est important de libérer le processus de destruction créatrice. Ça veut dire quoi, ça? Alors, non, ça veut dire quoi? Parce que non, mais là, oui. là, si on décrypte tout l'interview et qu'on fait appel aux grands économistes comme Schumpeter, il va nous falloir une version longue et on risque de se retrouver plus sur France Culture que dans ce format de ce matin. Mais aujourd'hui, on a de toute façon des systèmes nouveaux qui viennent sur le marché du travail et qui bousculent l'organisation du travail ancienne. Il y a des études qui annoncent qu'avec, par exemple, le numérique, on a jusqu'à 50% de nos emplois qui ne sont non pas supprimés, mais impactés. Et un peu moins de 10% des emplois qui seront de fait supprimés par cela. Et donc tout l'enjeu, c'est d'adapter notre monde du travail à cette réalité-là. Je vais vous prendre un exemple. Le directeur d'une agence bancaire dans les communes que nous connaissons, qui pendant toute sa vie a été directeur de cette petite agence. C'est un manager, c'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est dans la proximité. Aujourd'hui, il est confronté à un nouveau monde. Très peu de gens vont voir leur banquier. Tout se passe par téléphone, par mail, de façon numérique. On passe ses ordres, ses achats, ses décisions. Mais celui-ci, si vous lui dites, écoute, on va fermer l'agence bancaire de Forcalquier, si je prends cet exemple qui m'est cher et qui n'est pas le cas à Forcalquier, et que on va te renvoyer dans une plateforme numérique pour travailler sur ces nouveaux supports, il est perdu. Il a 50 ans. Et donc, il faut prendre le temps de l'accompagner, de le former, de faire une amplification de sa capacité à changer de métier. C'est ça dont on parle. J'essaye de le traduire dans des mots moins économiques, mais il y a aujourd'hui des grandes bascules sur certaines professions. Les plateformes numériques changent aussi le mode de distribution, par exemple, sujet dont on parle beaucoup, je ne vais pas citer la marque, sur la restauration dans des grandes villes. Ce que j'ai trouvé remarquable, au sens remarqué, hein, je ne porte pas de jugement sur l'interview, c'est l'objectif libérer les énergies. Voilà ce que dit le président de la République. Il faut en finir avec notre imposture, celle d'un pays dur aux faibles, mais qui se gargarise d'égalité et de fraternité. Celle d'un pays corseté par les règles et les rentes, qui se croit un pays de liberté. Celle d'un pays inégalitaire, mais qui ne fait pas sa place au mérite. Celle d'un pays à la fois inefficace et injuste. Injuste parce qu'inefficace et inefficace parce qu'injuste. C'est un tableau assez noir de ce qu'est la France. Mais c'est la réalité, c'est la réalité de la France et du jeu politique dans lequel nous sommes. Est-ce que vous pensez que l'Angleterre et l'Allemagne sont des pays plus justes que nous ? C'est pas la question d'être juste ou pas. C'est la question qu'en France, et c'est notre monde politique qui nous a enfermés dans ce schéma, on se contente de droits théoriques. Et on se préoccupe pas des droits réels. Je vais vous prendre un exemple sur le logement. Une des dernières grandes lois que Lionel Jospin avait fait voter, c'était le droit au logement opposable à tous. C'est-à-dire qu'on a fait une loi pour dire tout le monde a droit au logement. Résultat, est-ce que les gens sont bien logés et tous logés en France? La réponse est non. Et donc on a cette capacité à dire tout va bien, il y a des droits formels, mais les droits réels sont pas là. C'est la même chose sur l'inscription à l'université. Tout le monde peut s'inscrire à l'université. La réalité, c'est qu'on n'est pas capable d'accueillir tout le monde dans de bonnes conditions et qu'on génère de l'échec quand vous savez, par exemple, que 60% des étudiants à la 4e année n'ont toujours pas leur diplôme de licence. Et donc aujourd'hui, on veut sortir de cette théorie de droits formels qui sont écrits sur le papier, mais qui ne sont pas la réalité. Parce qu'ils profitent effectivement à ceux qui sont dans le système, à ceux qui ont un statut, à ceux qui sont bien installés. Et ben on veut parler aux autres, notamment sur la question du Code du travail dont on parlait précédemment. Moi, je veux m'adresser aux 5,6 millions de Français qui aujourd'hui sont en situation soit de non-emploi, soit de grande fragilité sur leur emploi. Le chômage et la maladie sont des risques sociétaux, on est d'accord ? Oui, c'est posé ainsi et c'est rappelé par le président de la République dans cette remarquable interview. Ça veut dire que ce sont des risques qui doivent être financés par tous. C'est la raison pour laquelle vous augmentez la CSG. Alors, c'est la raison pour laquelle nous annulons des cotisations et nous augmentons la CSG. Je veux préciser sur ce point qu'il y a 0 recette supplémentaire pour l'État. Mais c'est juste effectivement un transfert. 0 recette pendant quelques mois. Oui, sur quelques mois de l'année prochaine. Quand même, ne disons pas. À terme de 2018, en 2018. Mais pendant quelques mois, l'État va... Vous avez raison. Il y a cette décision qui a été annoncée. Il y a cette décision qui a été annoncée. Vous savez, mais oui. Disons clairement, il faut assumer. Je vous le dis, sur quelques mois, il y a effectivement ce transfert, mais la réalité, c'est que vous avez une annulation de charges et un transfert de ces charges sur le travail, parce que notre ambition, c'est que le travail paye. Là encore, c'est un vrai enjeu. Faire en sorte que celles et ceux même qui ont un travail... C'est le mérite ? Le mérite du travail, bien sûr.
Il faut le mérite favoriser. du travail. Et puis il faut donner l'envie Mais d'aller travailler. pardonnez-moi, mais est-ce qu'un retraité qui a travaillé toute sa vie, qui a cotisé toute sa vie, a moins de mérite qu'un salarié qui est en train de travailler, en train de cotiser? Je vous pose la question. J'ai écouté tout à l'heure un de vos invités téléphoniques, ce retraité, qui disait qu'il avait 3 000 € par mois. Et si on avait poursuivi l'entretien, il y a 85% de chances qu'il soit propriétaire de son logement. Effectivement, on lui demande de contribuer à l'effort. Mais n'oublions pas que l'augmentation de la CSG, elle va impacter aussi tous les titulaires de patrimoine financier, parce que l'avantage de la CSG, c'est que c'est une assiette beaucoup plus large. Plutôt que de ne taxer que le seul revenu du travail, on taxe l'ensemble des revenus. C'est ça l'enjeu. C'est quelque part de dire que le travail ne doit pas être pénalisé dans ce pays. Or, il est pénalisé par les charges. Il est pénalisé par les contraintes. Il est pénalisé par tous ces droits qui se surrajoutent, mais qui en réalité font que, in fine, quand vous vivez avec un SMIC, vous vivez pas et vous vivez mal. Les emplois aidés? Les emplois aidés? Oui. Oui. Le gouvernement précédent avait fait le choix. Subventions déguisées? Il y a deux choses. D'abord, il y a le nombre. Les collectivités locales et le secteur associatif? Si vous permettez, on va d'abord répondre sur la question du nombre. Le gouvernement précédent, et j'ai voté la loi, avait prévu 280 000 emplois aidés pour l'année 2017. Écoutons ce que vous disiez à l'époque. Écoutons. Est-ce que les emplois aidés, c'est une bonne chose pour la France? La réponse est non. Il n'est pas utile de jeter l'anathème sur les emplois aidés. Il faut se dire que ça a une vraie efficacité, qu'il faut l'améliorer, mais très clairement, en faire la variable d'ajustement des débats qui opposeraient la gauche et la droite me semble totalement dépassé. J'invite les 2-3 intervenants qui ont voulu polémiquer sur ce sujet à avoir en tête les conséquences heureuses que les emplois aidés ont. C'est ce que vous disiez il y a un an. Il y a un an, oui. Non, Puisque vous dites maintenant. Et c'est ce que j'allais commencer à vous dire. Oui. Le gouvernement précédent a prévu 280 000 emplois aidés. Nous les avons portés à 320 000. Le Premier ministre vous l'a annoncé la semaine dernière. Oui. Nous n'avons pas diminué le nombre d'emplois aidés parce qu'ils étaient prévus à 280, nous le portons à 320. Parce que nous savons mais l'année prochaine, il y en aura beaucoup moins. Je vais y venir. Moins de 200 000, a dit le Premier ministre. C'est pour ça que je vous suggérais de me laisser répondre en deux temps. Alors allez-y. Et donc, nous assumons aujourd'hui cela parce que ce sont des services rendus à la population et ce sont aussi des services pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Par contre, la seule question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce que c'est efficace pour ramener celui qui rentre dans un emploi aidé vers un emploi pérenne? La réponse est non. Dans 65% des cas, par exemple, dans le privé, quand il y a un emploi aidé, c'est un effet d'aubaine. Et de toute façon, l'emploi reste. Et dans le public, dans les 2 tiers des cas, au bout des 6 mois ou des 12 mois, on vire la personne, on la garde pas et on embauche un nouvel emploi aidé. Alors on fait un choix différent. On va faire le choix d'investir massivement, des montants plus importants encore, dans la formation. Pour prendre cette personne à qui on proposait une espérance à 6 mois, on va lui proposer une expérience de long terme, en la formant vers des métiers sur lesquels il y a des besoins dans ce pays. Bien, le logement. Je vous parle du logement parce que apparemment vous avez une réforme importante qui est en préparation, notamment la création d'un nouveau contrat de location aux contraintes plus légères. C'est vrai ou c'est faux? C'était une annonce d'Emmanuel Macron pendant la campagne. C'était effectivement ce bail qui permet de ne pas être dans, vous savez, les logements meublés. 3 mois à 1 an, ce nouveau bail. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le bail à logement meublé. Et vous avez beaucoup de gens qui arrivent, par exemple, qui sont mutés, ou d'étudiants, qui cherchent à se loger, à qui on ne fait pas un bail de longue durée, parce qu'il n'y a pas toutes les garanties. Là, l'idée, c'est de s'intéresser à ce parc de logements vides et permettre qu'ils viennent sur le marché par des contrats plus courts. Ça va inciter les propriétaires à louer? C'est tout l'objectif. L'objectif, c'est justement de libérer pour les locataires, alors. L'objectif, c'est de libérer. Non, mais c'est pour des gens qui ont besoin de. Vous êtes en formation, donc, une année. Un contrat de location, non pas de 3 ans, un bail, non pas de 3 ans, mais de 3 mois à 1 an. Mais l'un ne remplace pas l'autre. Mais aujourd'hui, vous avez le choix entre le bail de 3 ans renouvelable protecteur et le bail meublé. Oui. Et qui est revocable à 1 mois. Et donc, on veut créer au milieu un bail qui permet, vous savez que vous avez une mission, que pendant 1 an, vous êtes dans cette commune, vous faites un bail qui est plus léger, mais qui est protecteur pendant toute la durée du bail que vous avez. Et surtout, l'objectif, c'est de ramener sur le marché du logement ces logements qui aujourd'hui sont vacants, parce qu'il ne faut pas négliger aussi que certains propriétaires aujourd'hui préfèrent ne pas mettre sur le marché, parce qu'il y a un risque lié au bail, et donc, ils vont tester un locataire, et si ça marche bien et que le locataire reste sur le territoire, vous verrez qu'ils pérenniseront le bail. Bon, donc ça, c'est contenu dans le prochain texte sur le logement. On est bien d'accord. Ce sera évidemment discuté à l'automne, mais c'était une des propositions d'Emmanuel Macron. Autre piste, l'État prendrait en main la délivrance de permis de construire dans les zones tendues. C'est vrai ou c'est faux? Alors ça, c'est la volonté de faire un choc d'offres, parce qu'effectivement, là encore... C'est vrai donc? Bien sûr, c'est vrai dans la mesure où... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Là encore, on fait des grandes lois nationales qui s'appliquent partout en France. Oui. La réalité n'a rien à voir entre la ruralité des Hautes-Alpes et l'urbanisme
l'urgence du logement à Aix-Marseille, si je prends ma région, ou à Paris. Et donc, il faut effectivement des approches différenciées et faire un choc d'offres. Et partout où vous allez libérer de la construction, libérer du foncier, permettre aussi du logement social, vous verrez que le prix des loyers privés va baisser. L'offre et la demande est évidemment un déterminant dans le prix du loyer. Faisons en sorte qu'il y ait plus d'offres de logement sur ces zones tendues en particulier. Et donc, donnons-nous les moyens de simplifier les procédures. Donnons-nous les moyens d'aider au financement sur ces territoires-là. Concentrons l'effort public sur ces territoires-là et vous aurez une vraie efficacité à moyen terme, le temps de construire. Autre question, les locataires dont les revenus, les ressources dépassent les plafonds de revenus réglementaires, seront-ils contraints de quitter leur HLM ? Alors, il y a déjà des règles aujourd'hui sur ce sujet. Règles, il faut des délais, mais c'est de bonne éthique que de considérer qu'on doit... donc. Voilà, et c'est de bonne éthique que de considérer qu'on ne doit pas bénéficier d'un logement social quand on n'est plus éligible au logement social. Et est-ce que vous allez réviser la loi SRU ? Alors, aujourd'hui, notamment sur les objectifs de 25% de logement social, ça paraît pas, et c'était une annonce aussi d'Emmanuel Macron candidat, ça paraît pas nécessaire de le modifier. Par contre, on veut doubler l'investissement de rénovation urbaine dans les quartiers sensibles, dans les quartiers difficiles, et porter l'effort de 5 milliards à 10 milliards d'euros. Bien. La lutte contre le terrorisme... Cette phrase malheureuse que vous avez prononcée dimanche, vous regrettez de l'avoir prononcée puisque vous avez supprimé, je crois, votre tweet. Non, c'est pas ça. Alors, laissez-moi m'expliquer. Alors, parce que ça a été repris partout. Oui. Vous avez écrit « Rien ne menacera la liberté si cela permet de lutter efficacement contre le terrorisme ». Vous savez pourquoi je l'ai retiré ? Parce que ma phrase à moi, tenue d'ailleurs ici à BFM, c'est « Rien ne menace ma liberté ». Oui. Or, la personne qui a tweeté pour moi a mis la liberté. Alors, il y a une vraie différence. Quand je me prononce et que je parle de ma liberté, parce que la liberté, c'est celle des Français, ma liberté, c'est la mienne. Et donc, moi, je considère, pour ce qui me concerne, que je n'ai pas à avoir peur des moyens de vérification et de lutte contre le terrorisme, parce que je me sens pas terroriste. Et donc, du coup, je revendique la possibilité d'avoir là encore cette différence entre des droits généraux et des droits ciblés. Ce qu'on va faire avec la loi sur la sécurité, c'est sortir de l'état d'urgence, mais cibler et garder les moyens efficaces pour tout ce qui permet de lutter contre le terrorisme. Les Français veulent garder la loi sur l'état d'urgence. Bien sûr. Vous avez vu, toutes les enquêtes le disent. Bien sûr, parce qu'il y a cette inquiétude. Mais ce que nous proposons, c'est justement d'éviter cette loi d'état d'urgence qui va permettre de contrôler un journaliste, un syndicaliste, un militant au nom de l'état d'urgence, mais de garder les dispositifs qui sont efficaces. Contrôler des véhicules à l'entrée d'un stade ou à l'approche d'un événement culturel. Ça permet c'est permis aujourd'hui par le dispositif d'urgence. Demain, ce sera permis, mais uniquement contre le risque terroriste. Ça change tout. Ça change effectivement le fait qu'on ne s'adresse pas sur une menace pour les libertés, mais qu'on vise expressément la question du terrorisme. Et c'est pour ça que je ne regrette pas ma phrase, je regrette seulement la faute de frappe qui a transformé le « ma liberté », c'est-à-dire je m'exprime pour moi, en « la liberté », où là ce serait plutôt le propos du président de la République, et je ne suis pas président de la République. Vous sentez l'âme d'un journaliste, Christophe Castaner ? C'est un métier passionnant, et j'ai rêvé étudiant de faire cela. Vous avez vu cette collusion ? Moi j'appelle ça une collusion, mais chacun jugera comme il veut. Hein. Vous en pensez quoi d'ailleurs quand vous voyez tous ces anciens responsables politiques qui vont faire du commentaire? On commande beaucoup d'ailleurs dans notre pays, non? Ils vont faire chroniqueur. Je crois qu'il y a une vraie différence entre un chroniqueur et un journaliste. Je pense que le métier de journaliste est un métier qui implique plus de temps, plus d'expérience que celle de chroniqueur. Oui. J'ai vu un mot quand même, toujours dans l'interview du président de la République, et il tacle, comme on dit au foot, François Hollande, réveille des oppositions, des vieux partis et des vieux politiciens. Vous avez vu ça? Ça vous a fait sourire, ça, non? Oui, ça m'a évidemment fait sourire parce que on s'est posé la question, savoir s'il fallait répondre à François Hollande qui, 3 mois après avoir quitté l'Élysée, parce qu'il ne s'est pas présenté, parce qu'il considérait qu'il ne pouvait pas être en mesure de se présenter, commence à juger, à conseiller, voire même à faire de la diplomatie internationale ces dernières heures. Je pense effectivement qu'il faut prendre le temps, et la sagesse est toujours bonne pour tout le monde, de réfléchir à son bilan, qui est aussi mon bilan. J'ai été dans le soutien de François Hollande, j'ai accompagné François Hollande, mais j'ai vu François Hollande dans l'incapacité de mener ses réformes, notamment à cause des frondeurs à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça aussi que j'ai su prendre mon risque, bien avant tout le monde, et quitter le Parti socialiste. Vous n'êtes ni de droite ni de gauche, Christophe Castaner. Non, aujourd'hui, vous êtes ailleurs. Moi, je suis de gauche, dans ma culture, dans ma pratique, dans mon expérience personnelle. Par contre, je travaille avec un grand plaisir avec des hommes de droite. Et je vais vous dire, au bout de plus de 3 mois, 4 mois d'expérience commune, ce débat est derrière nous.
Il n'existe pas. Quand je travaille avec Gérald Darmanin, avec Bruno Le Maire, avec Édouard Philippe, on se pose jamais ce genre de questions. La seule question qu'on se pose, c'est est-ce que ça marche, ce qu'on veut faire? Et c'est tout l'enjeu de la réforme du Code du travail, de la réforme du logement. Soyons jugés dans la durée sur l'efficacité de ce qu'on va mettre en œuvre. Vous serez renvoyé par les Français. Évidemment, et le Logiquement. populisme pourrait gagner. Donc tout l'enjeu, c'est justement de réussir, non pas pour nous, mais pour les Français. Merci Christophe Castaner. Merci, 8h56, RMC BFM TV.